Bonjour à tous et à toutes. Nous attendons quelques minutes complémentaires afin de pouvoir permettre à un maximum de nos auditeurs de se connecter. Donc, nous commencerons d'ici quelques minutes. Nous avons presque atteint les 100 personnes connectées et ça grimpe. Je sais que vous êtes impatients de nous entendre, donc nous arrivons bientôt au vif du sujet. Bien, bien écoutez, on va commencer. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour ce webinaire organisé par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et l'URSSAF sur les exonérations patronales entrées en vigueur en 2026. Nous parlerons ici essentiellement de la réduction générale dégressive unique, plus connue sous le vocable de la RGDU, et de la LODEOM, c'est-à-dire la loi pour l'ouverture et le développement économique de l'outre-mer. Dans le cadre de la trajectoire de convergence sociale vers le droit commun, la loi de financement de sécurité sociale de 2026 prévoit la mise en place de ces nouveaux dispositifs d'exonération de cotisations à Mayotte cette année. La RGDU est applicable dès janvier 2026 et la LODEOM à compter du 1er juillet 2026. Pour rappel, dans les cotisations sociales, nous avons une part versée par les salariés, plus connue sous le vocable de part ouvrière ou précompte salarial, et une partie par les employeurs, cotisation dite patronale. Les exonérations concernent uniquement les cotisations patronales. L'objectif étant de tendre vers ce qui est fait dans les autres départements d'outre-mer et concrètement diminuer le reste à charge au niveau des employeurs. La mise en place de ces nouveaux dispositifs se traduit donc par une modification réglementaire applicable en l'état, des niveaux de salaire concernés par ces exonérations, des modalités de calcul et de déclaration. Tous ces changements vont vous être présentés dans les minutes qui vont suivre. Avant de laisser la parole à nos experts, je précise que vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire sur la modalité partage questions-réponses. Et nous garderons du temps, bien évidemment, pour répondre aux questions que vous seriez à même de nous poser. Je tiens également à vous indiquer qu'un replay sera disponible sur le site internet ccsm.fr. Je vais donc laisser les deux experts, à savoir Madame Stéphanie Damour, experte juridique régionale, et Monsieur Ouidadi Oumadi, responsable du pôle recouvrement. Je leur laisse tout de suite la parole afin qu'ils vous expliquent les dispositifs ci-dessus. Je vous remercie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire et merci de vous être connectés ce matin. Donc avec Ouidadi, nous allons vous présenter les dispositifs d'exonération qui sont applicables donc, depuis janvier 2026 en vous donnant, on l'espère, les principales informations dont vous aurez besoin dans les prochains jours. Donc, comme vous
précisé notre présentateur. Donc, ce sont les cotisations, des mesures d'exonération des cotisations et contributions patronales. Ne sont donc pas visées dans cette présentation tout ce qui touche aux particuliers employeurs et toutes les modifications qui ont pu avoir lieu pour les travailleurs indépendants. Nous allons donc parler ce matin des employeurs de la catégorie dite de régime général. L'ordre du jour, donc, il va se décliner en 4 parties. Les 2 premières vont être assez brèves. On va tout d'abord vous rappeler en fait l'origine de toutes ces évolutions. Et ensuite, on va vous rappeler en fait que la réduction bas salaire Mayotte, elle est désormais abrogée et on vous expliquera quand même les conséquences. On va vous présenter l'application depuis le 1er janvier 2026 de la réduction dégressive unique, la RDGU. Nous allons également vous parler de la loi pour le développement des Outre-mer, communément appelée l'ODEOM, et qui est entrée en application à Mayotte à compter du 1er juillet 2026. Donc, sans plus tarder, on va juste passer sur le cadre légal. Vous le savez peut-être tous. En fait, chaque année, vous avez une loi de financement de la sécurité sociale qui est votée. Elle est généralement publiée en décembre de l'année précédente. Et donc, c'est dans le cadre de cette loi que les dispositions que nous allons vous présenter ce matin ont été prises. Elles ont été ensuite précisées pour les rendre applicables à Mayotte, dans leur modalité en tout cas, dans un décret du 11 février 2026. Donc, les principales évolutions, vous l'avez déjà compris au travers de notre programme de ce matin, de notre plan de présentation. Ces évolutions portent donc sur l'abrogation. Donc, c'est le même texte, c'est la loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit les 3 choses, à savoir l'abrogation de la réduction bas salaire de Mayotte, l'application de la réduction générale dégressive unique et l'application de la LODEOM. En ce qui concerne la réduction bas salaire de Mayotte, donc en fait, c'est celle que vous connaissez tous en qualité d'employeur et que vous appliquez depuis des années. Donc, il y avait pour le territoire de Mayotte une exonération des cotisations patronales sur les bas salaires et c'était un dispositif qui ne s'appliquait que sur le territoire de Mayotte. Donc, la LFSS abroge cette loi, ça veut dire qu'on ne peut plus l'appliquer à partir du 1er janvier 2026. On ne peut plus l'appliquer à partir du 1er janvier 2026, en fait, sur les rémunérations qui sont dues à compter du 1er janvier 2026. En revanche, elle pouvait être appliquée jusqu'au 31 décembre 2025, ce qui signifie que si vous êtes trompé, si vous avez des régularisations à faire, les régularisations sur les périodes antérieures sont toujours possibles. De même, en cas de contrôle comptable d'assiette et de vérification par un de nos inspecteurs, les vérifications pourront bien évidemment porter dans la limite de la prescription sur cette exonération générale sur les bas salaires de Mayotte. Sans plus tarder, nous allons vous parler de la réduction générale dégressive unique. Donc, la réduction générale dégressive unique, elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2026, même si les décrets d'application sont parus en février. La réduction générale dégressive unique, elle peut être appliquée sur les périodes d'emploi qui ont commencé à courir à compter du 1er janvier 2026. De quoi s'agit-il? Vous le savez peut-être, vous en avez peut-être entendu parler. La réduction générale dégressive unique, c'est cette réduction de cotisations et contributions patronales qui a été d'abord appelée réduction générale, appelée réduction Fillon, et qui désormais, donc depuis 2026, s'appelle réduction générale dégressive unique. Elle est prévue dans le Code de la sécurité sociale à l'article L241-13. Cet article est également applicable à Mayotte. Et les précisions qui sont apportées par le décret de février, c'est sur les modalités d'application qui sont codifiées au D241-7-1 et D241-10-1. La réduction générale dégressive unique, en résumé, on va dire les points importants à retenir sont lesquels? D'abord, quels sont les employeurs qui peuvent prétendre à la réduction générale dégressive unique? Quels sont ceux qui peuvent appliquer cette exonération sur les rémunérations versées?
ce sont tous ceux qui sont soumis à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage pour leurs salariés. Vous le savez peut-être, c'est moins valable pour les employeurs de droit privé. Euh, euh, il y a des employeurs qui ne sont pas soumis à une obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage. Ils peuvent, par contre, de manière volontaire, adhérer. Ceux-là, ils sont exclus parce qu'ils n'ont pas l'obligation d'adhésion. On y reviendra peut-être un peu plus tard au travers de vos questions ou quand on reprécisera le champ d'application de la RGDU. Les salariés éligibles. Alors, si vous êtes un employeur éligible, quels sont les salariés pour lesquels vous pouvez appliquer cette exonération? Tout simplement, ce sont tous ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail, y compris pour la RGDU, de contrats de formation en alternance et des contrats d'insertion. Sur quelle rémunération? Eh bien, ce sont les mêmes. euh, Enfin, ce sont les rémunérations que vous prenez en compte pour le calcul des cotisations et des contributions. En revanche, pour le calcul de la réduction générale dégressive unique, on va y ajouter, si vous avez versé, une prime de partage de la valeur. Elle sera prise en compte dans le cadre du calcul de l'exonération. Un point commun, on va dire, avec ce que vous connaissiez dans la réduction bas salaire Mayotte, c'est un dispositif annualisé de réduction. En revanche, vous pouvez également, comme la réduction, vous le faisiez pour la réduction pas salaire, c'est-à-dire que vous pouvez la proratiser mensuellement. Donc, c'est un dispositif annuel, mais qu'on peut appliquer par anticipation, mois par mois. Elle a une limite. La rémunération annuelle du salarié doit être inférieure à 1,1 fois le SMIC mensuel. Les cotisations et contributions concernées, bon, ce sont celles qui sont éligibles à Mayotte, hein, celles que vous connaissez, et selon le SMIC en vigueur à Mayotte. Nous allons vous présenter en fait la formule de calcul de la réduction générale dégressive unique. Oui, Tati. Il a dit, je Bonjour à pense que... tous. Donc, la formule telle que vous la voyez, c'est une formule qui prend en compte un taux minimum, un taux delta avec des paramètres à intégrer dans le logiciel. Pour l'année 2026, à Mayotte, les paramètres à prendre en compte pour cette formule sont pour la valeur A de la formule 1,6. Pour le taux minimum, c'est 0 à Mayotte. Et pour le paramètre P de l'exposant de la formule, c'est 1. Le T delta que vous voyez, il s'obtient en faisant la différence entre ce qu'on appelle un taux max et le taux min. Pour cette année, le taux max et le taux delta sont pareils, puisque nous n'avons pas de taux minimum. Et le taux delta pour l'année 2026, il est égal à la somme des taux des cotisations éligibles à la réduction générale dégressive, c'est-à-dire les cotisations, les taux de cotisation qui ont été listés dans la slide précédente. Les paramètres de la formule sont modifiés chaque année pour atteindre le taux de convergence nationale. Donc, l'année prochaine, nous aurons des paramètres différents et ces paramètres-là sont déjà fixés et sont connus jusqu'en 2036. Pour exemple, sur l'année 2026, si on prend une entreprise, par exemple, qui a 70 salariés et un salarié rémunéré mensuellement à 1 600 €, la formule appliquée, vous pouvez la mettre comme ça dans Excel, en tel qu'elle affiche comme ça, la formule appliquée donne un coefficient. Il faut d'abord calculer un coefficient, comme pour la réduction bas salaire que nous avons appliquée jusqu'au 31 décembre 2025. Et le coefficient s'obtient en appliquant la formule telle que vous la voyez ici. Et le coefficient appliqué à 1 600 € en 2026 donne un coefficient de 0,1836. Pour obtenir le montant de la réduction, il faut appliquer ce coefficient calculé multiplié par le montant de la rémunération brute du salarié et ainsi appliquer
nous avons pour un salarié qui touche 1 600 € brut par mois, nous avons 293,76 € de réduction générale dégressif unique appliquée en 2026. Sur les modalités déclaratives, tout comme la réduction bas salaire que nous avons connue jusqu'à la fin de l'année 2025, cette réduction générale dégressive unique se déclare via la DSN. C'est le véhicule pour déclarer le montant de la réduction. Tous les mois, quand vous faites vos payes, quand vous faites vos déclarations, vous devez déclarer en même temps le nombre de salariés qui bénéficient de cette réduction et le montant de la réduction pour chaque salarié, mais ça apparaîtra via les CTP, on va les voir tout de suite, en montant agrégé sur la somme globale des montants individuels que vous allez calculer, que vous déclarez via le CTP 413. Tout de suite, rappelez un principe qui est fondamental. La réduction générale dégressive unique ne se cumule pas au titre d'une même période avec une autre exonération totale ou partielle de cotisation. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas cumuler, par exemple, pour une même personne et pour une même période, la RGDU et la LODEOM. Il faut faire le choix. Si la personne est éligible à la LODEOM, c'est la LODEOM qui est appliquée. Et si la personne n'est pas éligible à la LODEOM, mais qui peut bénéficier de la RGDU, dans ce cas-là, ce sera la RGDU qu'il faut. Comment déclarer cette réduction dans la DSN, comme pour la réduction bas salaire que nous avons connue? Toujours la slide d'avant. Voilà. C'est le CTP 413 que vous devez utiliser. On utilisait déjà ce CTP pour la réduction bas salaire. On continue à l'utiliser pour la RGDU en 2026. Et dans le cas où, pour une période, vous avez trop déduit et que vous souhaitez régulariser cette période-là, vous devrez utiliser le CTP 419. Donc, on a bien deux CTP, le CTP 413 et le CTP 419. Le 413 pour déclarer la réduction dont vous avez droit. Le 419, il vient pour régulariser dans le cas où vous avez trop déduit sur une période et que vous souhaitez régulariser cette période. Donc, dans ce cas-là, vous utilisez le CTP 419. C'était le même mécanisme quand nous étions avec la réduction bas salaire. La slide suivante. Concrètement, comment est-ce que ça transparaît dans votre fichier DSN? Les rubriques que vous voyez, que ça ne vous fâche pas, ces rubriques, ce n'est pas vous qui les remplissez. Normalement, vous, à votre niveau en tant qu'utilisateur de logiciel de paye, vous allez dans les paramètres de paye et vous renseignez l'organisme, le SIRET de l'organisme, la période, mais le fichier que vous allez sortir, une fois que vous avez fait votre paye, le fichier DSN que vous allez sortir, vous pouvez le contrôler, ce fichier. Et je vous invite vivement à le faire chaque mois, et notamment sur les premiers mois où vous mettez en place le dispositif, que ce soit pour la RGDU ou pour la LODEOM que nous allons voir un peu plus tard. Vous vérifiez dans ce fichier que vous avez bien dans ces blocs qui affichent, parce que le fichier, lui, par contre, il a ces blocs tels que je vous les affiche ici sur la diapo. Donc, de vous assurer qu'au niveau des blocs agrégés, vous avez bien le SIRET de la CSSM qui apparaît, puisque c'est l'organisme destinataire de votre déclaration. Vous avez bien la période de rattachement qui apparaît sur ce fichier. Et faire attention que sur le code de cotisation, c'est-à-dire le bloc S21G0023-001, vous avez bien le CTP 413 qui apparaît parce que c'est ce CTP-là qui indique que vous êtes en train de déclarer une réduction de cotisation et notamment la réduction générale dégressive unique. Et dans le qualifiant assiette,
vous devez indiquer le qualifiant 921 pour indiquer que c'est un qualifiant d'assiette plafonnée. Donc, voilà un petit peu les points sur lesquels il faut faire attention. Une fois que vous avez fait votre paye, vous avez généré votre fichier DSN, d'aller vérifier dans le fichier DSN avant de le déposer sur NetEntreprise ou avant de l'envoyer. C'est d'aller vérifier dans ce fichier DSN que ces paramètres sont bien embarqués par le fichier pour que la CSSM, organisme qui est destinataire de la déclaration, puisse traiter et intégrer correctement la déduction que vous avez déclarée. Au niveau nominatif, un petit point d'attention, c'est la slide suivante. Au niveau nominatif, idem. Il y a un petit point d'attention sur lequel vous devez porter la précision, c'est le type de composant de la base assujettie. Il doit être renseigné à 0,1. Niveau nominatif, c'est-à-dire ce sont les données qui concernent le salarié, nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale. Et vous avez dans ce bloc des données concernant le type de composant de base assujetti ou le montant de composant de base assujetti. Donc, sur le type de composant base assujetti, vous devez bien vous assurer que le fichier que vous avez généré a un code 01 dans cette rubrique. Et dans le bloc de déclaration individuelle des cotisations, la slide suivante, et dans le bloc de cotisation individuelle, pareil, faire attention que dans le code de cotisation, vous ayez bien 018 et dans l'identifiant de l'organisme destinataire de la déclaration, le SIRET de la CSSM. Après, vous avez le montant d'assiette et le montant des cotisations qui sont renseignés normalement automatiquement. Donc voilà, dans les modalités déclaratives, les points sur lesquels vous devez porter votre attention. Normalement, tout ce que je viens de vous indiquer, c'est le logiciel lui-même qui les renseigne, mais vous devez, dans vos paramètres de cotisation, renseigner les données pour que le logiciel puisse les embarquer. Et tous les mois, vous devez faire ce contrôle du fichier DSN qui est généré pour vous assurer qu'il embarque bien les paramètres qu'il faut pour que la CSSM puisse intégrer la déclaration et la déclaration de la réduction générale de cotisation. Voilà. Avant de poursuivre, peut-être sur la LODEOM, on va voir s'il n'y a pas des questions déjà sur cette première partie. Ah bien, écoutez, j'ai écouté et j'ai trouvé qu'effectivement, c'était relativement complexe et ardu pour un non-initié. Alors moi, je vois des questions, notamment une, est-ce que toutes les entreprises du régime général peuvent bien bénéficier de la RGDU? Alors, en principe, oui. En fait, celles qui sont exclues, ce sont, on a dit en début, hein, ce sont celles qui ne cotisent pas de manière obligatoire à l'assurance chômage. Ça regroupe qui? Ça regroupe en fait tous les organismes étatiques, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, les groupements d'intérêt public, les chambres de commerce, d'industrie et de l'artisanat, d'agriculture. Les chambres consulaires, en gros. Du coup, ce sont les seuls qui en sont exclus. Après, donc ça, ce sont les employeurs éligibles. Après, en fonction du salarié, ça sera par rapport à la rémunération du salarié, puisque, comme on vous l'a expliqué, c'est limité, c'est plafonné par rapport à un certain pourcentage, enfin, multiplicateur par rapport au SMIC. Merci déjà pour cette réponse. Une autre question, on a vu qu'effectivement c'était assez complexe en termes de calcul. Monsieur Willady nous a parlé donc effectivement de logiciels de paye. Si on a des difficultés pour justement bien paramétrer son logiciel de paye, comment fait-on? Alors, un point peut-être à rappeler, les logiciels de paye doivent être paramétrés par votre éditeur de logiciel. Normalement, tous les éditeurs de logiciels ont reçu le cahier de charge pour pouvoir intégrer ces éléments-là dans le logiciel de paye. OK. Maintenant, pour les personnes pour lesquelles ça n'a pas été fait et qui doivent le faire eux-mêmes. Aujourd'hui, la CSSM ne peut pas vous accompagner puisqu'il y a pléthore de logiciels de paye.
Donc, il faut que vous vous rapprochiez de votre éditeur de logiciel pour pouvoir savoir exactement comment paramétrer. Mais en même temps, les paramètres qui vous sont demandés, ce sont les paramètres que vous avez dans paramètres dans le logiciel, paramètres de cotisation, paramètres des salariés, où vous indiquez nom, prénom, date de naissance, quand vous créez le salarié. C'est là où il faut faire attention pour indiquer les données qui vous sont demandées dans ces éléments-là, notamment le SIRET de l'organisme, les codes 018, pour pouvoir vous assurer que c'est bien embarqué par le logiciel. Pour le calcul, si les paramètres sont bien faits, le calcul se fait automatiquement par le logiciel de paye lui-même. À ce jour, nous travaillons pour mettre à disposition, et s'achemine vers la fin de l'année 2026, pour mettre à disposition en ligne un simulateur de calcul pour la RGDU et pour la LEDOM. Ah, merci, merci, parce que là, je pense que ça va nous interpeller, enfin, interpeller beaucoup de nos employeurs. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, nous l'attendons. Si vous le souhaitez, je vous propose de maintenant passer à l'ODEOM. De quoi parle-t-on? Qui est concerné? Comment se font les déclarations et les régularisations? Donc, Stéphanie, Widadi, nous sommes tout oui. Oui, donc nous allons poursuivre avec la LODEOM, un peu dans le même format et avec une présentation générale, des indications sur les modalités déclaratives, etc. Donc la LODEOM, alors c'est tout frais, hein, c'est le mois de juillet, c'est depuis le 1er juillet qu'elle est entrée en vigueur. Elle s'applique donc sur les cotisations et contributions qui sont dues au titre des périodes d'emploi, donc les périodes d'emploi à compter du 1er juillet 2026. C'est un rappel ici, mais on l'a déjà dit. La LODEOM, c'est également donc la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2026, votée en 2025, qui a rendu la LODEOM applicable à Mayotte à compter du 1er juillet. C'est également le même décret qui est venu apporter des précisions sur la réduction générale dégressive unique pour Mayotte, qui apporte les précisions pour la LODEOM à Mayotte. Alors, la LODEOM à Mayotte, de quoi on parle? La LODEOM, vous l'avez peut-être entendu parler ou vous avez peut-être des établissements dans d'autres départements d'outre-mer. La LODEOM qui va s'appliquer à Mayotte, elle s'applique, c'est le même texte, dans les mêmes conditions que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie d'abord qu'on a 3 typologies d'exonération. Donc, va falloir vous habituer à des éléments de langage, on y reviendra. Donc, le premier barème, dit de droit commun auparavant, appelé aujourd'hui barème de compétitivité. Le deuxième, c'est un barème de compétitivité renforcée. Et le troisième, c'est un barème d'innovation et de croissance. On y reviendra un petit peu plus loin. Quels sont les critères? Comment je peux savoir si je suis éligible à la LODEOM? Alors, la LODEOM, elle peut être plus attractive, mais elle demande quand même un peu plus de réflexion et de se pencher si on réunit les critères d'éligibilité, mais ce sont des critères cumulatifs. Donc, on a d'abord 3 critères qui vont tenir soit en premier lieu à l'effectif de l'entreprise, en deuxième aux activités qui sont réalisées par les salariés, hein, activités économiques, activités réellement faites, hein, on y reviendra, et le montant du chiffre d'affaires. Donc ça, ce sont les 3 conditions, et ces 3 conditions cumulatives, on les reverra aussi pour les 3 barèmes qu'on a explicités tout à l'heure. Une fois qu'on a dit ça, on a dit que la LODEOM est applicable à Mayotte, on peut se demander quels sont les salariés éligibles, ou plutôt, on l'a peut-être mis dans le sens inversé, on va peut-être commencer par les entreprises éligibles, parce qu'il faut d'abord que l'entreprise soit éligible pour que le salarié soit éligible lui-même. Donc, les entreprises éligibles, ce sont toutes les entreprises, à l'exception des entreprises publiques et les établissements publics. Et on nous dit que ce sont ceux qui sont listés à l'article L 2233-1 du Code du travail, c'est-à-dire toutes les entreprises publiques qui sont inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, les entreprises publiques à caractère industriel et commercial, les entreprises publiques déterminées par décret.
Donc, hormis ces entreprises, toute entreprise autre peut être éligible à la LODEOM. Et donc, si elle est éligible à la LODEOM, en fonction des critères, quels sont les salariés concernés? Les salariés concernés, ce sont tous les salariés qui ont un contrat de travail et qui sont inscrits au registre unique du personnel. Pourquoi cette précision? Parce que vous savez que certaines formes de société rendent, par exemple, le gérant de fait salariés assimilés. Les salariés assimilés, les rémunérations sur les salariés assimilés pour une fonction de gérance, par exemple, ne sera pas les rémunérations de ce salarié ne seront pas éligibles à la LODEOM. Autre condition pour appliquer la LODEOM étant un dispositif d'exonération de cotisations et de contributions, l'entreprise doit être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, il ne doit pas y avoir de condamnation pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre pour pouvoir appliquer la LODEOM. Donc, on a vu ici l'essentiel, on va dire, des points à retenir pour se demander est-ce que je peux appliquer la LODEOM ou pas. D'abord, il faut savoir si mon établissement est bien situé sur le territoire de Mayotte et donc rattaché à la CCSM. Il y a 3 barèmes, donc on y reviendra à savoir si je suis éligible à l'un des 3 barèmes. Mais avant tout, me demander si mon entreprise n'est pas une entreprise publique ou un établissement public. Le salarié concerné, est-ce qu'il a bien un contrat de travail pour une fonction technique et il est bien inscrit au registre unique du personnel et que je suis bien à jour de mes déclarations et du paiement de mes cotisations. On continue. Donc, on a dit tout à l'heure en préambule que l'application de la LODEOM à Mayotte s'effectue dans les mêmes conditions que dans les 4 autres départements d'outre-mer pour lesquels la LODEOM était applicable dès l'origine. Il y a quand même des spécificités par rapport à Mayotte. C'est d'abord les valeurs du SMIC. Bien évidemment, ça sera par référence au SMIC applicable à Mayotte. Également, les exonérations applicables, ce seront des exonérations qui sont applicables sur des cotisations et contributions qui sont dues à Mayotte, puisque, comme vous le savez, puis on l'a un peu annoncé en préambule, il y a un plan de convergence pour Mayotte. Aujourd'hui, ce ne sont pas toutes les cotisations et contributions qui sont applicables à Mayotte. Donc, la LODEOM ne sera appliquée, bien évidemment, que sur celles qui sont éligibles à un instant T à Mayotte. Nous avons évoqué tout à l'heure dans les exonérations LODEOM des critères et des barèmes. On avait dit qu'on avait 3 barèmes possibles, un barème dit de compétitivité, un barème dit de compétitivité renforcée et un barème dit d'innovation et de croissance. Pour le premier barème, le barème de compétitivité, en fait, il est applicable à toutes les entreprises privées de moins de 11 salariés, quel que soit le secteur d'activité. Donc, c'est une exonération qui peut être appliquée pour toutes les activités des très petites entreprises. Ou ce même barème dit de compétitivité, il peut s'appliquer pour les entreprises qui ont plus de 11 salariés, mais dont le secteur d'activité relève de transport maritime sur des lignes régulières, de transport aérien sur des lignes régulières et sur le bâtiment et travaux publics. Donc, le BTP, d'emblée, il est éligible au barème dit de compétitivité. Pour les transports maritimes ou les transports aériens, je vais juste attirer votre attention si vous êtes dans ce secteur et que vous pensez que vous pouvez être concerné, puisqu'il y a des conditions aussi de liaison entre certains territoires. Ce n'est pas vers tous les territoires ou vers les territoires étrangers. Donc là, je vous renvoie plutôt aux dispositions du texte. Le deuxième barème, c'est le barème dit de compétitivité renforcée. Alors celui-ci, il cumule le fait que l'entreprise ait moins de 250 salariés, qu'elle a un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, et il faut que l'activité des salariés relève d'un des secteurs suivants, à savoir l'agriculture, la pêche, la culture marine, l'aquaculture, l'agronutrition, l'industrie, l'environnement, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies
de l'information, de la communication et les centres d'appel, l'hôtellerie, le tourisme, la restauration. Et dans tourisme, on entend aussi les activités de loisirs qui se rapprochent, enfin, qui se rapportent à des activités touristiques, le nautisme, la recherche et le développement, la presse et la production audiovisuelle. Donc ça, c'est le deuxième type d'exonération. Le troisième, c'est innovation et croissance. Donc, c'est toujours pour des entreprises qui emploient moins de 250 salariés, qui ont toujours un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, pardon, et dont l'activité des salariés, c'est d'être principalement occupée à la réalisation de projets innovants, c'est-à-dire un projet qui, à terme, pourra permettre l'introduction d'un bien, d'un service. Et donc, pendant toute la phase de recherche, de test, tant qu'on sera en mode projet et que c'est pour l'innovation ou l'introduction d'un bien nouveau dans les secteurs de la télécommunication, l'informatique, la programmation, le conseil en système et logiciels, la maintenance des systèmes d'application, la gestion d'installation, le traitement de données, l'hébergement et les activités connexes, les éditions de portails Internet et de logiciels infographiques, notamment des conceptions et des contenus visuels. Vous pourrez bien évidemment retrouver en fait tous ces secteurs qui sont codifiés à l'article L753-2-1. Donc, comme on a 3 typologies d'exonération, à chaque typologie va correspondre en fait un barème d'exonération. Donc, on va toujours procéder dans le même ordre. On a commencé par le premier barème qu'on appelle le droit commun ou dit de compétitivité. Celui-ci, rappelez-vous, on avait dit soit on a moins de 11 salariés et on est une entreprise privée, donc on ne se pose pas de questions. Soit on a plus de 11 salariés, mais on relève par exemple du secteur du BTP. Dans ce cas-là, on fait partie des secteurs éligibles, on peut appliquer ce barème. Ce barème, il est décomposé en plusieurs parties. On reviendra vers vous dans un instant pour vous expliciter à la slide suivante comment on calcule. Ce qu'il faut retenir, c'est que le barème, il va s'appliquer par tranche. Tranche de rémunération annuelle brute par salarié. S'il est dans une tranche qui est inférieure ou égale à 1,3 SMIC annuel, l'exonération des cotisations et contributions patronales sera au titre de la LODEOM totale. Si la rémunération est est égale ou supérieure à 1,3 et jusqu'à donc 2,2, inférieure à 2,2, l'exonération elle sera dégressive et du coup, on a une nouvelle formule qui va bien. Et si elle est égale ou supérieure à 2,2 SMIC, l'exonération est nulle dès le premier euro versé, ce qui signifie que si on a un salaire qui est supérieur à 2,2 SMIC, on ne pourra pas appliquer la LODEOM sur ce salaire. Dati vous l'a dit tout à l'heure, que dans certains cas, on peut appliquer dans une même entreprise la LODEOM et la RGDU, pourvu qu'en fait, ça ne soit pas appliqué sur la même période et le même salarié. Donc là, dans l'hypothèse où vous auriez un salarié qui remplit les conditions, vous remplissez les conditions d'effectif, vous remplissez les conditions de secteur d'activité. Mais par contre, le salarié, vous en avez un qui a un salaire qui est, par exemple, compris entre 1,3 SMIC et 2,2, vous appliquerez la formule d'exonération dégressive. En revanche, pour celui qui sera supérieur ou égal à 2,2, vous ne pourrez pas appliquer la LODEOM puisqu'on vous dit que l'exonération est nulle, donc vous ne pouvez pas avoir droit à l'exonération. Si les conditions sont remplies, vous pourrez appliquer pour ce salarié dans la limite de ce qui est applicable pour la RGDU. S'il ne dépasse pas les 3 SMIC, il pourra appliquer la RGDU. Sur la formule de calcul. La formule de calcul permet de déterminer le montant, comme on l'a vu avec la RGDU. Vous avez d'abord un coefficient à calculer, et c'est cette formule-là qui vous est donnée ici. Une fois que vous avez calculé le coefficient, vous appliquez ce coefficient-là au montant de la rémunération brute pour déterminer le montant de la réduction, de la déduction appliquée pour cette période. Nous allons voir pour les 3 barèmes que Stéphanie nous a indiqué pour la LODEOM. Pour chaque barème, nous avons des CTP spécifiques à utiliser pour déclarer la déduction de cotisation
calculé. Et pour le premier barème, donc le barème de droit commun de compétitivité, c'est-à-dire pour les employeurs de moins de 11 salariés et relevant d'un des secteurs d'activité éligibles, le CTP de déduction à utiliser est le CTP 0,82 et le CTP de régularisation. Donc, je rappelle, hein, la régularisation, c'est bien dans le cas où on a trop déduit sur une période, donc on veut régulariser cette déduction. C'est le CTP 192. Pour chaque barème, on aura deux CTP spécifiques à utiliser pour déclarer ou le montant de la déduction ou, si besoin, le montant de la régularisation de la déduction. Pour rappel, la valeur T qui est dans cette formule correspond à la somme des taux de cotisation et contribution à la charge de l'employeur applicable à Mayotte. Nous le verrons un peu plus bas, qui a, avec la LODEOM, la possibilité, et sous certaines conditions, de pouvoir bénéficier des taux réduits maladie et allocation familiale. Il faudra faire attention et prendre en compte dans la valeur T ces taux réduits. On peut poursuivre sur le second barème. Pour le barème dit de compétitivité renforcée cette fois-ci, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, employeur de moins de 250 salariés, on vous a donné en fait la liste des secteurs d'activité éligibles, activités exercées par le salarié, et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions. Alors là, les tranches qu'on a vues tout à l'heure, exonération totale, exonération dégressive, exonération nulle, donc qu'on ne peut pas appliquer, au-delà duquel, ne sont pas les mêmes. Donc, chaque barème a un montant de rémunération annuelle brute. Donc, pour le barème dit de compétitivité renforcée, s'il est inférieur ou égal à 2 SMIC annuels, l'exonération elle est totale. Si cette rémunération est égale ou supérieure à 2 et inférieure à 2,7, l'exonération est dégressive. En revanche, si elle est égale ou supérieure, elle devient nulle. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'appliquer. Pour le barème de compétitivité, la formule de calcul est identique à celle du barème de droit commun, avec quelques paramètres qui changent, notamment euh, comment, les paramètres spécifiques pour ce barème. Et nous avons également, pour ce barème dit de compétitivité renforcée, comme je vous l'ai dit, des CTP spécifiques qui permettent de bien distinguer qu'on utilise ce barème et non pas, par exemple, le barème de droit commun. Et ces CTP-là, c'est le 0,83 pour la déduction et le 295 pour la régularisation de la déduction si besoin. C'est Nous bon? pouvons poursuivre sur le prochain barème. Donc, le dernier barème, c'est le barème dit d'innovation et de croissance. Il concerne toujours les employeurs de moins de 250 salariés. Il concerne les employeurs qui relèvent d'un des secteurs d'activité éligibles et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions. Pareil, ici, nous avons en fait plusieurs possibilités avec une exonération totale, une exonération partielle et limitée et une exonération dégressive. Donc, dans les mêmes conditions que pour les autres barèmes, on va regarder la rémunération annuelle brute et on va vérifier si elle est inférieure ou égale à 1,7 SMIC. Dans ce cas-là, l'exonération est totale. Si elle est supérieure à 1,7 et inférieure à 2,5, on aura une exonération sur la partie de la rémunération limitée à 1,7. Si elle est égale ou supérieure à 2,5 et inférieure à 3,5, elle sera dégressive et au-delà, elle sera nulle. Les taux spécifiques, enfin les CTP, pardon, spécifiques à utiliser pour le barème innovation et croissance, c'est bien le CTP 679. Et pour la régularisation, le CTP 059. Donc, bien faire attention du CTP que vous utilisez, puisque chaque barème de la LODEOM
a des CTP qui sont spécifiques pour le déclarer. C'est bon pour vous? Concrètement, dans la DSN, comme on l'a vu pour la RGDU, comment ça se traduit une fois que vous avez fait vos fiches de paye, que vous avez généré votre fichier DSN, bah, vous pouvez également, y compris pour la LODEOM, contrôler, vérifier que votre fichier DSN embarque bien les CTP spécifiques, parce que c'est le plus important. Et là, vous devez vérifier dans votre fichier DSN au niveau agrégé que vous avez bien au niveau de code de cotisation, soit le CTP 082, donc on avait vu ça, c'était le barème de droit commun, soit le CTP 083, ça c'est le barème de compétitivité renforcée, ou le CTP 679 pour ce qui est du barème de l'innovation. Et idem que pour la RGDU, on l'a vu un peu plus tôt dans cette présentation, en qualifiant assiette, c'est bien le qualifiant assiette 921 et non pas le 920. Bien faire attention à ces éléments-là. Vous assurez que dans votre fichier DSN qui va être envoyé à l'organisme, aux organismes de recouvrement et de protection sociale, que vous avez bien ces paramètres-là qui sont bien embarqués dans les différentes rubriques. Et au niveau nominatif, là, pareil, comme pour la RGDU, vous devez renseigner sur le type de composant de base assujetti, la valeur 0,1 à ce niveau-là. Pour ce qui est du bloc de cotisation individuelle, s'assurer que dans code de cotisation, vous avez bien 0,12. Je rappelle que pour la RGDU, on avait 0,18. Donc, bien vous assurer qu'à ce niveau-là, en bloc de cotisation individuelle, vous avez bien le 0,12 pour déclarer la LODEOM et non pas le 0,18 qui normalement déclare la RGDU, et vous assurez que l'identifiant organisme est bien le SIRET de la CSSM qui est destinataire de la déclaration. Avant de prendre votre question, on va juste poursuivre sur des informations complémentaires. On avait un petit peu effleuré le sujet tout à l'heure. Donc, à compter de janvier 2026, les réductions proportionnelles des taux de cotisation d'assurance maladie pour 2,68 points et d'allocation familiale pour 1,85 pour les employeurs qui bénéficient d'une réduction dégressive de cotisation patronale spécifique. Donc, la LODEOM est une réduction dégressive spécifique. Donc, les employeurs qui vont appliquer la LODEOM sous réserve des cotisations restant dues, ils peuvent appliquer les réductions proportionnelles des taux d'assurance maladie et d'allocation familiale. Quelques informations sur les modalités déclaratives de ces taux réduits, du coup. Les taux réduits, idem que pour les autres déductions que nous avons vues depuis ce matin, les taux réduits embarquent aussi des CTP spécifiques qu'il faut utiliser. Et pour le taux réduit famille, vous devez utiliser le CTP 437 pour la déduction et le CTP 327 dans le cas où vous avez besoin de faire une régularisation. En ce qui concerne la maladie, le taux réduit à utiliser, c'est le 637 pour la déduction taux réduit maladie et le CTP 387 dans le cas où vous avez besoin de faire une régularisation, dans le cas où vous avez trop déduit pour une période. Ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, les CTP 101 qui vous permettent de déclarer vos cotisations d'assurance sociale, maladie, famille, ainsi de suite, c'est toujours des CTP qui sont à taux plein. 5,40 pour Mayotte pour les allocations familiales et de mémoire 7 et quelque chose pour la maladie. Avec la LODEOM, vous avez la possibilité
on vient de le dire, de pouvoir, sur certaines conditions, cumuler et la LODEOM et les taux réduits de cotisation. Donc, dans ce cas-là, vous devez bien utiliser et le CTP qui correspond au barème LODEOM que vous utilisez pour la déduction LODEOM et le CTP de taux réduit d'allocation familiale ou le CTP de taux réduit famille pour déclarer le taux réduit puisque le CTP 101, lui, il est au taux plein. Vous l'aurez compris et peut-être rappelé, c'est que les taux réduits ne peuvent être cumulés qu'avec la LODEOM La LODEOM. et ils ne s'appliquent pas pour la réduction générale dégressive unique. On continue avec la réduction de la LODEOM, la régularisation pardon, de la LODEOM et de la RGDU et on prendra vos questions un peu plus tard, hein, peut-être. On va finir si vous voulez et après ça permettra peut-être d'alimenter d'autres typologies de questions. Merci. D'accord, super. Qu'est-ce qu'on fait? On est au mois de juin. La RGDU est applicable depuis le 1er janvier 2026. Comment je fais si je n'ai pas appliqué? Comment je fais si j'ai mal appliqué? J'ai continué encore à appliquer la réduction bas salaire de 2025. Il faut retenir un principe déjà qui vaut quasiment pour toutes les régularisations en DSM. C'est que les réductions que nous vous avons présentées aujourd'hui, ce sont des réductions qui sont calculées sur la base de la rémunération annuelle. Et donc, les régularisations et les calculs d'abord, normalement, se font sur la rémunération annuelle. La paye se faisant mois par mois, vous calculez tous les mois une réduction de cotisation à appliquer, mais retenez que normalement, c'est sur la base de la rémunération annuelle. Donc, partant de là, vous avez la possibilité, aussi bien pour la RGDU, puisqu'on est déjà à 6 mois à peu près hein, depuis sa mise en application, vous avez la possibilité de faire deux types de régules. Une première que nous recommandons vivement, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle la régularisation progressive. Celle-ci, elle se fait tous les mois sur le mois précédent. C'est-à-dire sur un mois, je m'aperçois que j'ai mal calculé ou j'ai mal déclaré ou j'ai fait une erreur sur une déclaration. Je corrige tout de suite sur le mois suivant. Et en ce qui concerne les réductions, parce que c'est le sujet qui nous concerne ici, vous pouvez faire tous les mois le cumul de la rémunération depuis le début de l'année et vous calculez la réduction que la personne aurait dû bénéficier au moment où vous faites la paye. Je m'explique. Je suis au mois de juin, je m'aperçois que soit j'ai mal calculé la RGDU ou alors j'ai utilisé le barème de l'année dernière. Au mois de juin, je prends le cumul de toutes les rémunérations brutes de la personne de janvier à juin et je calcule sur ce mois de juin la réduction que la personne aurait dû bénéficier. Et je déduis sur ce montant que je viens de calculer, qui correspond à 6 mois de période de paie, je déduis ce que j'ai déjà déduit les mois précédents. Si j'avais déduit déjà des montants en janvier, février, mars, avril, mai, je déduis ce montant-là du montant que je viens de calculer au mois de juin. Si je n'avais rien calculé, le montant que je viens de calculer au mois de juin, c'est le montant que je déclare à la RGDU avec les CTP que nous avons. Donc ça, c'est la méthode que nous recommandons en DSN. Tous les mois, vous faites ce qu'on appelle la régularisation progressive d'un mois sur l'autre. Au mois de février, je régularise janvier. Quand je suis déjà arrivé au mois de juin et que je n'ai rien fait depuis janvier, je régularise tous les mois précédents. Cette méthode permet, quand on arrive à la fin de l'année, de ne pas avoir des trop gros écarts par rapport à ce que vous devez déclarer.
parce qu'il peut y avoir des surprises en fonction du nombre de salariés ou en fonction du montant des rémunérations qui sont appliquées dans l'entreprise. Vous pouvez avoir, si à la fin de l'année, j'arrive à décembre et que j'ai un gros écart, ça peut poser des problèmes de trésorerie. Autant faire ces régularisations, et la DSN le permet, autant faire ces régularisations mois après mois, progressivement durant toute l'année. La deuxième méthode qui est autorisée, c'est la régularisation annuelle, et celle-ci, elle se fait en une seule fois. Je calcule comme ce que j'ai indiqué tout à l'heure, sur la dernière période de l'année, je calcule tout ce que, comme déduction que mon salarié aurait dû bénéficier sur l'année, en tenant compte, bien évidemment, de sa rémunération annuelle. Et sur ce montant-là, je déduis pareil ce que j'ai déjà déclaré les mois précédents. Et du coup, j'ai un montant de régule, et c'est cette régularisation annuelle qui est embarquée par le dernier mois pendant lequel je fais la régularisation. Cette méthode qui paraît simple à appliquer comporte quand même un inconvénient, c'est qu'on peut se retrouver à la fin de l'année avec un gros montant de régularisation, en plus au moment, mais bon, peut avoir un gros montant de régularisation qui peut être un inconvénient dans la gestion de trésorerie. Donc, voilà à peu près les modalités de régularisation. Comment faire? Aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Comment je fais pour rattraper les premiers mois sur la RGDU? Donc, je fais ma régule progressivement. Et à partir de juillet, normalement, vous avez déjà les éléments ou les informations pour pouvoir déclarer la LODEOM, donc qui est exigible sur la déclaration du mois de juillet, exigible au 5 août et au 15 août. Les liens utiles, comme ça après on passe aux questions, ou on vient sur les liens utiles après, ou on passe tout de suite aux questions. On va peut-être passer aux questions, puisqu'il y en a quand même un certain nombre. Une partie, quand même, a fait l'objet déjà de pré-réponses, mais je pense qu'il est important peut-être de les clarifier, puisqu'elles ont été. Donc, je vais essayer de regrouper un peu par thématique. Alors, là, j'ai par exemple une question. Un salarié qui passe d'un établissement de l'Hexagone et change en cours d'année pour un établissement mahorais. Dois-je appliquer le SMIC mahorais sur l'ensemble de l'année ou juste à partir du changement et donc faire un calcul différent sur les deux périodes? Alors déjà, oui, vas-y, Stéphanie. Déjà, la LODEOM n'est applicable que dans les 4 départements, enfin les 5 du coup avec Mayotte, département d'outre-mer. Donc sur la période pendant laquelle le salarié est employé en métropole, la question qui va se poser, c'est de savoir, en fait, il est éligible à partir du moment où il est inscrit sur le registre unique du personnel de l'établissement de Mayotte, du coup. Donc, le SMIC, il est forcément le SMIC mahorais, mais il faut qu'il soit rattaché à un établissement de Mayotte pour pouvoir prétendre, en fait, à la LODEOM. Petite particularité, peut-être, avant que Widadi finisse de compléter, peut-être une petite particularité, puisque nous avons eu depuis la Covid et toutes les pandémies des, des changements dans les modalités de travail aujourd'hui, et vous avez en fait le télétravail qui se développe de plus en plus. Par contre, un salarié d'un établissement de Mayotte pour lequel l'établissement applique la LODEOM et que ce salarié conclut avec son employeur une activité de télétravail, par exemple en métropole, sur 3 mois, 6 mois, tant qu'il est rattaché en fait à l'établissement de Mayotte, qu'il est bien sur le registre unique du personnel et que donc son activité est en lien avec cet établissement. Le télétravail étant une nouvelle modalité de travail, ça n'impacte pas en fait le calcul et son éligibilité en revanche à la LODEOM. Widadi souhaitait compléter parce que je n'ai peut-être pas fait le tour de la question. Non, juste pour préciser, non, vous avez très bien répondu à Stéphanie, mais pour préciser que une personne qui travaille dans un établissement en métropole, c'est la réglementation en métropole qui s'applique. Ça, c'est le principe.
Une personne qui arrive à Mayotte et qui travaille dans un établissement à Mayotte, déclaré, comme Stéphanie vient de le dire, sur l'établissement Mayotte, c'est la réglementation à Mayotte qui applique. Donc, concernant ces réductions, concernant ces cotisations, c'est bien à partir du mois où la personne travaille à Mayotte qu'on applique la LODEOM et la RGDU à Mayotte. On ne le fait pas de manière rétroactive sur les périodes où il a travaillé en métropole. D'accord. Bien, je pense que là, la réponse a été vraiment complète. Alors, une autre question qui revient, mais de manière un peu différente, mais je vais essayer de la synthétiser. Pour une entreprise ayant plusieurs établissements situés dans l'Hexagone et dans un drôme, le CA s'apprécie-t-il par totalité des établissements ou pour juste les établissements situés dans un drôme? Je pense qu'il faudrait qu'on retourne sur le texte parce qu'il me semble qu'on dit chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, si c'est chiffre d'affaires de D'accord. l'entreprise, c'est tout établissement confondu. Il me semble, à vérifier sur ursaf.fr, mais il me semble que c'est ça. Euh, En revanche, donc, il pourra appliquer en fait la LODEOM si. euh, donc, c'est bien chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Donc, c'est tout Oui. établissement confondu qu'on va apprécier en fait le chiffre d'affaires. D'accord. Merci Stéphanie. Alors, pour Mayotte, mais je crois que la réponse a été faite, mais elle est quand même revenue. Donc, pour Mayotte, depuis l'entrée en vigueur de la RGDU en 2026, les employeurs doivent-ils encore déclarer une ligne ERBS réduction bas salaire Mayotte sur les bulletins de paye et dans les déclarations sociales, DSN, ou cette ligne doit-elle désormais être remplacée par la RGDU sur les Alors, fiches de paie? nous l'avons dit au début, la RGDU remplace la réduction bas salaire telle que nous l'avons connue jusqu'au 31 décembre 2025. À compter du 1er janvier 2026 et sur les rémunérations dues à compter de cette période, c'est-à-dire janvier 2026, il n'y a plus de ligne réduction bas salaire, c'est bien la ligne réduction générale dégressif unique qui doit être déclarée aussi bien sur le bulletin que sur les déclarations sociales, c'est-à-dire la DSN. On doit retrouver la réduction générale dégressif unique à partir des rémunérations de la période de janvier 2026, parce que la RGDU est applicable à compter du 1er janvier 2026. Parfait. Alors, un autre élément, une autre question. Les établissements d'enseignement privé sont-ils éligibles à la LODEOM? Alors, comme ça, c'est difficile en fait de se prononcer puisque on avait dit tout à l'heure que pour il faut voir comment est son financement et si elle est pas, elle ne peut pas être dans le L 2233-1, c'est-à-dire être qualifiée d'entreprise publique ou être une entreprise publique déterminée par décret. Si elle a bien le statut d'entreprise privée, normalement, elle peut appliquer la LODEOM. Ce qui convient peut-être à ce stade de rappeler, parce que là, on est quand même dans une situation spécifique et on a besoin d'en savoir plus sur cette entreprise, sur ses statuts, sur son financement. Dans un cas particulier comme celui-ci, moi, je conseillerais plutôt à l'entreprise de formuler une demande de rescrit en motivant sa demande, en réitérant sa question de manière précise et surtout en y joignant en fait tous les documents relatifs à ses statuts et son mode de financement. Et au moins, elle aura une réponse qui, d'un côté, bah, lui apporte une réponse certaine et de l'autre, engage l'organisme en cas de contrôle. D'accord. En cas de doute de cette nature, donc, il est conseillé à l'entreprise, effectivement, de bien spécifier son cas avec tous les éléments permettant à l'URSSAF, enfin la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et donc l'URSSAF, d'avoir une appréciation basée sur des éléments factuels.
Voilà, exactement. Et sur politique. son cas particulier, puisqu'elle aura fourni les statuts, les modes de financement, tout document utile qui permette de manière certaine de connaître sa nature juridique. D'accord, merci Stéphanie. Alors, est-ce qu'une entreprise... Ah, pardon, l'écran était brouillé. Donc, alors, est-ce qu'une entreprise de transport routier de voyageurs peut être éligible à la LODEOM, même avec un effectif supérieur à 11 salariés? Et dans l'affirmative, quel barème serait applicable? Alors, du coup, elle serait une entreprise de... alors, sur le Transport barème applicable, routier. ça va être transport routier. On va peut-être revenir sur... euh, on va revenir ici. Alors, on avait précisé en fait les secteurs. Après, pareil, parce que là, on avait dit que pour la compétitivité et plus de 11 salariés, on avait transport maritime et transport aérien. Donc, on n'a pas transport routier là-dedans. Ensuite, on a agriculture, pêche, culture. Donc, là, a priori, comme cela, pour moi, elle ne pourrait appliquer la LODEOM que si elle a moins de 11 salariés et du coup, elle répond au premier barème compétitivité, moins de 11, quel que soit le secteur d'activité. Puisqu'elle n'a a priori pas, hein, comme ça, hein, quand vous dites juste transport routier, elle n'est pas dans une des catégories ou un secteur d'activité qui est précisé par la loi. D'accord. Là aussi, effectivement, ce type de questions mérite des compléments d'information permettant effectivement d'avoir une appréciation au plus juste. Oui, exact. D'accord. Bon. Alors, peut-on passer de la RGDU à la LODEOM chaque mois en fonction de ce qui est le plus favorable? Alors, on va dire qu'en théorie, oui. En pratique, je pense pas que ce soit idéal pour l'entreprise non plus. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, effectivement, c'est mois par mois, salarié par salarié. Euh, euh, le fait de basculer d'un barème à l'autre, c'est plutôt en cas d'augmentation de salaire, par exemple, et qu'il serait plus, il arriverait par exemple à un seuil exonération nul, et donc il pourrait plus appliquer la LODEOM, il basculerait en RGDU. Après, je vois mal comment et pourquoi on ferait un barème pour un salarié un mois puis un autre. Après, en théorie, ce n'est pas, si on remplit les conditions, ce n'est pas interdit et ce n'est pas impossible. Mais dans la pratique, faut y voir quel est peut-être l'intérêt. Je vois plutôt la situation où on applique la LODEOM et une des conditions d'éligibilité n'est plus remplie ou le montant de la rémunération dépasse en fait les seuils et du coup, la LODEOM n'est plus applicable. On passe en RGDU le mois suivant pour ce salarié. Mais en théorie, la question que vous posez, elle est, enfin, de passer d'un barème à l'autre, d'un mois à l'autre et pour un même salarié, rien ne l'interdit, effectivement. D'accord. Soyons concrets, la situation qui va se présenter, en tout cas aujourd'hui à Mayotte, c'est la personne qui applique de janvier à juin la RGDU, puisque c'est le dispositif qui existe et qui est de manière universelle, hein, qui s'applique à tout le monde, plus ou moins, et qui arrive au mois de juillet, fait l'analyse, il s'aperçoit que la LODEOM peut en bénéficier et la LODEOM est plus avantageuse que la RGDU. Là, on aura de janvier à juin la RGDU pour un salarié et de juillet vers le mois de décembre la LODEOM. Bien évidemment, s'il arrive à un moment où le salarié ne remplit plus les conditions de la LODEOM, ça m'étonnerait que ce soit tous les mois où on passe d'un barème à l'autre, mais si par exemple j'ai fait RGDU de juin à juillet, juillet, ok, j'applique la LODEOM parce que je suis éligible, j'ai rempli les conditions et c'est plus favorable que la RGDU. Et j'arrive vers le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, où je m'aperçois que je ne remplis plus les conditions de la LODEOM. Là, effectivement, je peux revenir sur la RGDU. Mais changer tous les mois, même si la réponse vient d'être donnée, ce n'est pas impossible.
C'est prévu et ça peut se faire, mais pratiquement, bon, je pense pas que ça soit tous les mois un changement de barème. Même l'entreprise, je pense pas qu'elle puisse suivre. Merci, oui, il a dit. Alors, une autre question, les apprentis ont-ils droit à bénéficier d'un LODEOM? Alors, pour les apprentis, je regarde s'il y a l'information sur ursof.fr parce que je l'avais regardé ce matin. Je m'attendais à cette réponse. Et je précise pour apporter une précision complémentaire parce que dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale qui traite de la LODEOM pour les 4 autres départements d'outre-mer, aujourd'hui, le boss dit que ces précisions ne valent pas pour Mayotte, mais c'est qu'en fait, il n'a pas été modifié. Donc, sachez que pour le bulletin officiel de la Sécurité sociale, une interrogation est portée. Je vérifie juste en même temps, en fait, si vous avez cette information sur ursaf.fr, puisqu'en fait, pour application de la LODEOM, dans les salariés éligibles, en tout cas dans le boss, c'est précisé qu'il faut à la fois être inscrit sur le registre unique du personnel et être dans le décompte des effectifs. Or, les apprentis ne cumulent pas comment dire, ces deux conditions, c'est-à-dire à la fois être sur le registre unique du personnel et à la fois être décompté dans les effectifs. En revanche, souvenez-vous, au tout début, quand j'ai présenté la RGDU, sur les salariés éligibles, je vous avais mis, si je peux tourner un peu votre tête, hein, faire un retour, je vous avais mis que les contrats, donc pour la RGDU, en revanche, ce n'est pas la même chose. Je vous avais mis ici, pour les salariés éligibles, on avait mis titulaire d'un contrat de travail, y compris les contrats de formation en alternance ou contrats d'insertion. Donc, les apprentis en contrat d'alternance, ils peuvent avoir droit. Alors, donc, l'information que je vous donne à l'instant, elle a été vérifiée sur le boss ce matin. Par contre, je ne sais pas si elle figure sur ursaf.fr, mais sachez en fait qu'il y a cette condition d'être à la fois sur le registre unique du personnel et être décompté dans les effectifs. Et les apprentis ne sont pas décomptés dans les effectifs. Donc, on ne peut pas appliquer la LODEOM a priori. Merci. Au moins, ça, c'est un travail de recherche en direct. Donc, merci Stéphanie. Alors, une autre question, parce que là, il y en a un certain nombre qui se ressemblent. Quid des titulaires de mandat social ayant par ailleurs également un contrat de travail? Alors là, c'est très particulier, puisqu'effectivement, pour la partie parce qu'on a certains gérants pour leur rémunération de gérance, où je l'avais cité par exemple les SASU, où ils sont des pseudo-salariés, c'est-à-dire que leur rémunération de gérance, ils sont considérés comme salariés. On ne peut pas appliquer en fait la LODEOM ou même la RGDU parce qu'ils ne sont pas considérés comme des salariés qui sont titulaires d'un contrat de travail. En revanche, si l'employeur, enfin si pour la personne concernée, euh, il est démontré en fait qu'il a bien un contrat de travail, qu'il est quand même sous une autorité, qu'il doit répondre à un planning, enfin que toutes les conditions habituelles pour une personne qui est qualifiée de salarié et qu'il est possible en fait pour l'entreprise de distinguer d'un côté les rémunérations du fait de gérance et et de l'autre côté les rémunérations pour des fonctions techniques, on va dire. Eh ben, dans ce cas-là, pour les fonctions techniques, effectivement, il peut appliquer les réductions si les conditions sont réunies. La situation la plus simple et sur laquelle en fait on peut répondre plus aisément, c'est le cas du salarié qui a commencé en fait par un contrat de travail, des fonctions techniques, etc., et qui ensuite, suite à un changement de gérance ou suite à une ouverture du capital par exemple, a également un statut de gérant. C'est plus facile en fait pour distinguer le cas où
de distinguer en fait ce qui relève de la part de rémunération de fonction technique et de la part de fonction de gérance. Donc, en tout état de cause, si c'est bien distingué, oui, si les conditions sont remplies pour les fonctions de gérance. Je rappelle aussi ici que toutes ces dispositions d'exonération de cotisation patronale et des contributions sont déclaratives. Donc, si l'employeur estime qu'il peut les appliquer, donc il peut les appliquer. En revanche, elles pourront faire l'objet d'un contrôle ultérieur via notamment un inspecteur du recouvrement. Merci Stéphanie pour toutes ces précisions. Je veux vous en poser encore deux. La première, c'est en parlant de période et de non-cumul d'exonération, est-ce une période mensuelle ou une période annuelle? C'est une période mensuelle, puisque tout à l'heure nous avions dit. Alors, c'est vrai que ce sont des motifs, enfin des réductions, et Widadi complétera, des réductions annualisées dans les deux cas, mais on les applique par anticipation mois par mois. Et on a donné tout à l'heure l'exemple de quelqu'un qui ne remplissait plus les conditions à un moment donné. Donc effectivement, on peut changer pour un salarié en cours d'année. Je pense qu'on l'avait un peu déjà répondu. Je me trompe peut-être, ou Widadi peut peut-être Non, apporter des non. précisions. Non, non, c'est bien ça. La période de cumul, c'est bien une période mensuelle. On ne peut pas cumuler sur une même période mensuelle et la LODEOM et la RGD. En revanche, et bien évidemment, on peut appliquer sur une année, en fonction des périodes, soit la RGDU, soit la LODEOM, mais pas sur le même mois. Bien, merci. Et la dernière que je vais soumettre à votre sagacité, je pense que vous y avez répondu, mais il faut peut-être effectivement réitérer. Est-ce que dans une même entreprise, je peux appliquer la LODEOM et la RGDU? Bah oui, puisqu'on a dit qu'on pouvait même pour un même salarié, en fonction de sa situation, changer. Et on peut avoir deux salariés dans deux situations différentes. Et je pourrais même dire que dans une même entreprise, on pourrait être amené à appliquer deux barèmes différents. Je prends l'exemple d'une entreprise de moins de 250 salariés, qui fait moins, dont le chiffre d'affaires correspond et qui serait dans un secteur éligible. On peut entendre que l'entreprise, par exemple, soit éligible pour certains de ses salariés au barème dit de compétitivité renforcée, par exemple. Et d'un autre côté, si les rémunérations, bien sûr, ne dépassent pas un certain seuil, imaginons qu'elle recrute un chercheur ou un technicien parce qu'elle veut développer un produit innovant, un bien, mettre quelque chose à disposition. Eh ben, si les autres conditions sont réunies, pour ceux qui consacrent plus de la moitié de leur temps à la recherche et au développement de ce projet innovant, ça peut s'entendre que dans cette entreprise, pour certains salariés, on applique la compétitivité renforcée et pour les deux ou trois personnes qui occupent pour plus de 50% de leur temps à l'innovation et croissance, hein, à la recherche pour développer un produit, d'appliquer le barème innovation et croissance. Je vous remercie tous les deux pour toutes ces explications d'une part et les réponses à ces questions d'autre part, puisque certaines effectivement nécessitent des compléments, c'est évident. On ne peut pas répondre à tout de suite, mais déjà ça éclaire sur les modalités d'application. Ce que je vous propose également, c'est maintenant de regarder cette diapositive où il y a tous les liens utiles qui vont vous permettre de contacter d'une part la Caisse de sécurité sociale déjà dans un premier temps, les liens URSSAF qui vont vous renvoyer vers des documents vous expliquant peut-être de manière encore plus précise et prégnante tous les dispositifs qui viennent de vous être évoqués, plus peut-être d'autres choses qui pourraient vous paraître importantes. Et il a bien été fait mention à plusieurs moments donc, du BOSS, donc du lien, le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui je pense est un outil qui, mis à votre disposition, vous permettra d'approfondir euh, tous les éléments, tous les questionnements qui pourraient se faire jour
dans vos entreprises et pourront peut-être vous apporter aussi un début de réponse. Il faut savoir que, outre ces liens, vous avez tout à fait l'attitude, la possibilité de venir donc à la caisse dans le cadre d'un rendez-vous de préférence. Donc là, c'est via ursaf.fr où vous prenez votre rendez-vous. Pourquoi de préférence? Parce que ça permet à la Caisse de sécurité sociale, d'une part, de préparer déjà en amont la réponse à vos questionnements, et d'autre part, vous permettre effectivement peut-être de ne pas patienter trop au niveau de l'accueil. Néanmoins, vous pouvez, en cas d'urgence et de besoin, venir sur notre accueil et vous pourriez, le cas échéant, être reçu également sans rendez-vous. Voilà. Pour toute question de toute nature. Bien évidemment, sur les deux dispositifs qui viennent d'être évoqués, il vaut mieux préparer en amont donc ces questionnements, puisque là, on a affaire à des réponses d'experts. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Je vous remercie déjà, vous les experts, de nous avoir exposé, et c'était compliqué, effectivement, ces deux dispositifs. Merci, vraiment un grand merci. En plus, c'était très clair. Je remercie également l'ensemble des personnes qui ont travaillé pour la mise en place de ce webinaire et bien évidemment toutes les personnes qui se sont connectées, qui sont là, qui nous écoutent et qui de facto voilà, ont posé leurs questions et vont certainement revenir sur ce webinaire qui est à votre disposition donc sur le site de la CCSM afin de pouvoir peut-être approfondir certaines thématiques. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Bonne fin de journée à vous.